Wesh la zone YouTube, comment vous allez bien? Moi ça va à peu près bien. Pas beaucoup de sommeil et canicule. Du coup, les mots sont des fois random. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau react de Feldup, Anomalie du Web volume 3. Euh, voilà, on sait à quoi on s'attend avec Feldup. On a déjà fait pas mal de reacts dessus, sur Feldup, sur la vidéo de Feldup. Historiquement, Feldup a été l'une des premières vidéos à laquelle j'ai fait des reacts dessus. Voilà. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais beaucoup de reacts sur cette chaîne YouTube, donc si vous aimez bien ce react, normalement vous aimerez les autres. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, vous abonner sur Twitch parce que c'est là qu'on fait des reacts en direct. Tout simplement. Et puis, avant toute chose, lien de la vidéo de base dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner à Feldup, c'est pas fait. Et n'hésitez pas à tout simplement liker la vidéo de base. Comme ça, tac. Magnifique. Et il y a Luna qui vous dit coucou, d'ailleurs. Bref, on a 1 heure de vidéo. Si vous avez, si vous avez le temps, n'hésitez pas à vous chercher un truc à boire, à manger, machin, machin. Moi, j'ai déjà mangé, donc juste, j'ai ma casaque à côté. C'est parti. Bonjour à tous, avant de commencer. Aussi, il faut au départ, my bad. J'ai augmenté un peu le son de mon micro. Normalement, ça devrait être bon. J'ai vu sur les 3 dernières vidéos que le son était un peu low, un peu bas. Mais bon, étant donné que les 3 dernières vidéos étaient issues du même live, j'y pouvais rien. Donc là, j'ai un peu plus augmenté le son de mon micro. Normalement, ça devrait le faire. Normalement. Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer que je pars en tournée cette année à partir de septembre avec mon groupe de musique. Je vous donnerai plus d'informations sur le sujet dans les mois à venir, mais voici pour l'instant quelques dates qui ont été annoncées. Le lien pour prendre des places est dans la description sur ce Linktree. Passez une bonne vidéo. Émission et des conseils aux personnes les plus sensibles. J'ai survécu Aujourd'hui, Obsession. les 2/3 de la population mondiale ont accès à Internet. Quand en 1989, le World Wide Web a été inventé, personne n'aurait pu s'imaginer qu'il devienne aussi central dans la vie des individus. Que ce soit à travers d'applications, de services, de jeux en ligne, de sites internet ou de réseaux sociaux, tout le monde va sur Internet. Lieu globalisé, aux règles floues et à la législation difficile. Sur cette chaîne YouTube, j'aime vous documenter les parts les plus étranges, les plus niches et les plus flippantes du web. Parfois, certaines anecdotes, certains sujets ne rentrent pas dans les cases de mon format. Parfois, ils sont trop étranges, trop connus ou justement trop méconnus. Et ils passent souvent dans une note de mon téléphone que j'ai appelée Anomalie du web. Regroupant des dizaines de bizarreries dont j'aimerais tellement vous parler, ce qui était impossible jusqu'à maintenant. Dans cette émission, laissez-moi vous mettre à la page, vous faire découvrir des histoires bizarres et intrigantes d'Internet, des intrus parmi les algorithmes et des mystères inexpliqués venus d'un autre temps. Voici les anomalies du web. Il y a un monde où j'ai déjà entendu parler de pas mal d'anomalies dont il va parler, donc je vous dirai. Mais un monde où absolument pas, hein, vraiment. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Findings dédié aux anomalies du web. Cette mini-série à l'intérieur des Findings où je vous présente plusieurs mini-sujets que j'ai accumulés au cours du temps. Des sujets étranges, bizarres, parfois vraiment flippants, mais qui en général ne peuvent pas constituer une vidéo pour elles toutes seules. J'avais besoin d'une vidéo comme ça un peu plus simple pour reprendre les vidéos après l'énorme vidéo sur FNAF qui durait 4 heures là. Elle m'a pompé pas mal de mon énergie et j'ai eu un début d'année un peu compliqué, ça j'en parlerai peut-être à la toute fin de la vidéo. Donc en général ça me fait toujours beaucoup de bien à revenir un peu à ces sujets listes qui m'amènent à juste me plonger dans des coins d'internet très bizarres et d'en ressortir des sujets super chelous. Et dans cette vidéo, je vous ai dégoté du très très lourd. Au lieu de 4 sujets comme à l'accoutumée avec les anomalies du web, cette fois-ci il y en aura 6. Entre des tout petits sujets qui sont extrêmement connus, dont j'ai toujours voulu vous parler parce qu'ils sont vraiment bizarres, à des trucs ultra niches qui vont intéresser très peu de gens mais qui moi me fascinent. Il y a de tout dans cette vidéo et en particulier le dernier sujet, je trouve qu'il est zinzin, voilà. J'insiste vraiment sur ce point-là. Ah ouais. Si vous regardez pas le reste de la vidéo, au moins regardez le dernier. Il est vraiment particulier. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite avec le premier sujet de ce volume 3 des anomalies du web. Fun time kids care. Ce premier mystère dont je vais vous parler dans la vidéo, j'ai envie de vous en parler depuis très longtemps. J'ai jamais su où le caser dans une vidéo. C'est un des cas les plus connus et les plus iconiques de l'histoire de Reddit. Ça s'est passé le 25 janvier 2015 sur le subreddit de la ville de Salt Lake City, qui est la capitale de l'Utah. J'aimerais juste vous préciser un truc, j'ai appuyé sur espace alors que j'étais pas sur YouTube à tout moment, je cutais le stream, voilà. Je tiens à vous le dire.
j'ai une mémoire photographique, c'est-à-dire que je vais sans doute je vais peut-être reconnaître des choses sans savoir le nom. Voilà, c'est pour ça que des fois je vais être en mode: «Ah si en fait!» C'est parce qu'au niveau des noms, en général, bonne chance. aux États-Unis. Ce jour-là, un utilisateur du nom de Disco Godfather 6922 va commencer un thread accompagné de 7 photos. Un étrange bâtiment vert Ouais, au tout mur vert, orné wow. de minuscules fenêtres étrangement agencées. En haut à droite de ce mur, on peut voir le nom de cet endroit, Funtime Kids Care. C'est donc, si on en croit cet intitulé, une garderie. Sauf que le titre de ce post, c'est ça. C'est quoi le problème avec cet endroit? J'ai vécu de l'autre côté de la rue de ce bâtiment pendant 5 ans et j'ai jamais vu un seul enfant y aller. Ce thread, il va Abandonné. un peu exploser par rapport aux autres messages qui sont postés sur le subreddit de la ville. Les gens vont d'abord partager Et leurs laisserai jamais ton témoignages gosse. sur le fait que eux non plus n'ont jamais vu passer le moindre enfant dans cette garderie On et verra que bien. celle-ci a toujours l'air fermée. Et les choses vont un peu s'escalader quand les gens vont remarquer un truc. Alors, le bâtiment, il a l'air pour l'instant très suspect. Genre, l'endroit a l'air ultra vieillot et même presque abandonné. C'est moi qui suis hypersensible au son ou c'est que la vidéo elle est forte là? Luna, dis-moi. Est-ce que la vidéo elle est plus forte que d'habitude pour toi ou pas? Savoir. C'est juste moi et que je dois tanker parce que sinon ça va être chiant. Dis-moi, j'ajuste. Et pourtant, il est recouvert d'une peinture complètement fraîche. Les fenêtres, elles ont l'air trop bizarres, elles sont complètement fermées. Bref, il y avait quelque chose de douteux. Mais il y a un utilisateur qui va aller sur les lieux. Bonjour, je suis un résident du coin. Je viens d'enquêter sur cet endroit et c'est extrêmement douteux. Il y a des gens à l'intérieur, On va dont rester des comme ça, enfants, nique sa mère. mais je pouvais voir ça uniquement si je regardais à travers les... Il y a des gens à l'intérieur, dont des enfants, mais je pouvais voir ça uniquement si je regardais à travers les interstices du carton qu'ils utilisent pour couvrir les fenêtres. Je vais essayer de poster des vidéos quand je suis allé voir l'endroit. Après ça, j'appellerai les services sociaux. Donc, c'est pas vide, il y a des enfants, mais les fenêtres sont barricadées. Wesh. D'accord. Bon, le mystère est parti en flèche. Tu m'étonnes. D'abord, il va y avoir de l'investigation de surface. Les internautes vont retrouver le site internet de la garderie et voir ça, un site ultra suspect, inchangé depuis 2008, sans la moindre interaction. On voit cette photo de ce jeune garçon, utilisée 2 fois, d'abord dans la bannière, puis avec un effet miroir dans le recueil extensif de citations d'enfants appréciant le lieu qui s'étend à 2 personnes. À Funtime Kids Care, nous croyons que chaque enfant compte. Nous comprenons que chaque enfant est différent et notre équipe a été entraînée à personnaliser des activités pour que les enfants apprennent et grandissent à leur rythme. Ici, on voit une autre photo du lieu où on Déjà, voit c'est à toi le quel truc, on point dirait qu'il sort l'architecture des de la backrooms. Tu m'étonnes. Attends, il allait préciser. et grandissent à leur Excusez-moi. rythme. Ici, on voit une autre photo du lieu où on voit à quel point l'architecture de la garderie est particulière et, encore une fois, il n'y a pas la moindre fenêtre dans tout le bâtiment qui ne soit pas couverte. Ah, je jure que Kane personne serait jaloux de ça, hein. Il- Je pense qu'il a jamais vu le bâtiment, sinon il l'aurait mis dans les backrooms. Genre, excusez-moi. Par quelque chose. Quelques dizaines d'heures après la création du post original, le site internet va soudainement disparaître, Tiens, tiens, laissant les tiens. internautes avec encore plus de questions. Tiens, tiens, tiens. Tu m'étonnes. La première théorie qui va prendre de l'ampleur, c'est la théorie selon laquelle cette garderie n'en est pas une, et qu'elle serait en réalité un moyen de blanchir de l'argent. Il va y avoir pas mal d'autres théories qui vont aller plus loin, spéculant sur un possible trafic d'organes, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, etc., etc. Mais en général, les théories disaient toutes que le lieu se faisait passer pour une garderie pour cacher quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus sombre. Ces théories vont être assez vite corrigées avec plusieurs témoignages d'utilisateurs, confirmant qu'il s'agissait bien d'une vraie garderie, mais pointant du doigt plusieurs trucs étranges. C'est une vraie garderie. J'étais facteur dans ce quartier. C'était toujours plein d'enfants à chaque fois que j'y allais. La seule chose bizarre, c'est que peu importe à quel moment je leur livrais le courrier, ça semblait toujours être l'heure de la sieste. J'ai visité le lieu quand j'ai eu mon enfant en 2009. Je n'y ai pas vu de laboratoire à mettre ou de pièces de torture. Par contre, ça sentait vraiment mauvais. Quelqu'un d'autre va trouver le nom de l'entreprise et trouver un recueil avec l'intégralité des sanctions et des plaintes déposées contre la garderie depuis sa création. Là, ils vont trouver de nombreuses sanctions visant l'établissement entre 2005 et 2008. Il y en a beaucoup, hein. Eh ben, même, j'ai pas autant de lignes sur mon CV, frère. C'est quoi ça?
Waouh. Certaines pour avoir crié sur des enfants, d'autres pour les avoir restreints dans leurs mouvements. On en apprend plus sur l'organisation du lieu, du matériel cassé et dangereux, absence de trousse de soins, incapacité à désinfecter la table à langer et surtout des tonnes de rapports sur le fait que les enfants sont souvent laissés pendant des durées excessivement longues, sans surveillance. Au milieu de toutes ces spéculations, des tonnes de comptes Reddit vont arriver sur le post pour poster des commentaires qui assurent que en fait, c'est une garderie parfaitement normale, qui ne cache rien de bizarre et qu'il fallait arrêter de la contacter. Sauf que la plupart de ces comptes avaient été créés après la création du post original, comme si quelqu'un créait des comptes pour dissuader les gens de continuer à chercher. À un moment, un commentaire lugubre menaçant le créateur du thread va être posté par un compte étrange. Je vais vous demander à tous d'arrêter d'enquêter sur cet endroit. De nombreux témoignages inquiétants vont continuer à être postés au cours du temps, en particulier sur un thread créé sur le subreddit Conspiracy, dédié aux théories du complot. Un témoignage anonyme envoyé par message privé au créateur du thread dira d'ailleurs ceci. Je viens de parler à un ami qui a habité juste à côté pendant environ un an. Il m'a raconté qu'un soir, par curiosité, ils avaient forcé la porte pour entrer et que dans la pièce principale, il n'y avait qu'une chaise en face d'une télé, diffusant en direct des images de l'autre pièce du bâtiment. D'ailleurs, la laverie automatique de l'autre côté de la rue est constamment surveillée par des policiers qui mènent des saisies de stupéfiants. Des tonnes de gens vont continuer d'aller vers la garderie, continuer d'appeler le numéro de téléphone de celle-ci. Un d'entre eux va notamment prendre des photos de la devanture et noter la présence d'un homme, avec possiblement un badge et une radio à ses côtés. Et tout ce fiasco amènera à la publication sur 4chan de photos montrant l'intérieur de la garderie, filmées à travers les interstices des fenêtres couvertes, révélant un lieu éclairé d'une lumière jaune, sans enfant, supervisé par une vieille femme. Et là, stop. Le thread vient d'être supprimé par les modérateurs du subreddit. Ah ouais. Là, si certains vont voir la preuve de toute leur théorie du complot, pour certaines personnes, ça va être un moyen de prendre du recul. Depuis le début, et en général, dans les mois qui vont suivre ce premier thread, des gens vont harceler d'appels la garderie. Des tonnes de gens vont continuellement se rendre sur place en essayant de regarder à travers les interstices des fenêtres. Et c'est particulièrement dommageable pour la réputation d'une garderie s'il y a des dizaines d'adultes en train d'espionner à travers des fenêtres barricadées. Disco Godfather 6922 avait fait plusieurs updates sur le post où il expliquait qu'il essayait d'appeler en boucle la garderie pour avoir des informations. Il a certes relevé un manque de professionnalisme dans les réponses de la garderie, mais il a oublié que c'était peut-être car celle-ci recevait des centaines d'appels de théoriciens du complot depuis le début de l'affaire. Il est également allé sur les lieux pour enquêter une fois, et il a vu, devant la porte, un livreur de pizza. Envoyer des livreurs de pizza à la porte de quelqu'un, c'est une des méthodes principales d'intimidation sur Internet. Les gens de la garderie devaient vraiment en chier à ce moment-là. Et la vérité avec cette histoire, on a fini par la voir. La vérité, c'est que c'était juste une garderie. Voilà, c'est tout. Apparemment, la construction existait depuis les années 60 et avait l'air très différente avant. Déjà, la devanture était beaucoup plus accueillante. Il y avait même apparemment un énorme clown au-dessus du bâtiment et concrètement, les expériences des gens y étant allés avant les années 2000 sont toutes très positives. La gérante de la garderie, Karen Yoakum, était une femme qui était extrêmement investie dans son travail et qui le faisait par passion. Autour de 2006, par contre, il y a eu un changement de propriétaire. Et apparemment, à cause d'un manque de moyens et de personnel, il y a eu pas mal de problèmes dans leurs premières années. Aujourd'hui, apparemment, leur bilan est parfaitement clean et il n'y a pas eu de plainte pour maltraitance depuis très longtemps. Et en ce qui concerne l'apparence bizarre du bâtiment, ça aussi c'est explicable. Apparemment, une voiture aurait foncé sur la devanture il y a très longtemps et le bâtiment a changé pour rester attrayant et différent des autres tout en étant beaucoup plus sécurisé avec des petites fenêtres. Et la raison pour laquelle les fenêtres sont barricadées et bloquées, c'est juste pour que des gens bizarres ne regardent pas à travers. Étant donné que c'est une garderie destinée à des enfants issus de familles à bas revenus, dans un voisinage gentrifié et également destinée à des enfants subissant des difficultés familiales et médicales, c'est un choix qui est plutôt compréhensible. Aujourd'hui, le mythe autour de ce bâtiment est extrêmement connu, il est extrêmement fort et il est encore présent. Il y a des gens qui, encore maintenant, vont se rendre devant cette garderie. Il y a des gens qui font des cosplays, des fanarts. C'est vraiment un lieu qui est devenu
un peu culte. Mais c'est pas parce que le lieu avait l'air aussi bizarre et que le bâtiment en lui-même est super étrange que c'est aussi connu comme histoire. Ce qui est vraiment particulier, c'est à quel point Internet, autour de juste une spéculation, s'est monté la tête pendant plus de 48 heures, au point que des tonnes d'inconnus du jour au lendemain se sont mis à regarder à travers les interstices de fenêtres d'une garderie pour voir l'intérieur. C'est super grave. Et évidemment, les propriétaires, ils ont détesté. Voilà, c'était une horrible période pour eux. Et finalement, cette histoire, c'est un peu un cas d'école de Les comment dérives une d'Internet. rumeur et une spéculation se créent sur Internet et des dégâts que ça peut engendrer. Alors ça aussi, c'est un bon sujet pour commencer une vidéo. Ça, c'est une histoire toute simple. Elle est arrivée il y a seulement quelques semaines de ça sur Reddit, donc c'est encore tout frais. Et quand je suis tombé sur ce sujet brièvement au cours d'une soirée, je me souviens avoir eu une réaction anormalement intense. Donc tout commence avec un de mes subreddits préférés, le RBI. On va pas expliquer ce qu'est le RBI à chaque fois, on l'a déjà expliqué dans le premier volume, donc pour aller très vite, c'est un subreddit pour enquêteurs amateurs qui essayent de régler des mystères. Mais la différence, c'est qu'ici, ils sont souvent ultra sérieux. Genre ils essayent de résoudre des crimes, des meurtres, des disparitions, ce genre de choses. Même si parfois ils essayent de régler des mystères très simples, genre des messages téléphoniques étranges, des chaînes YouTube bizarres, ils ont une atmosphère où quand même, ça se prend pas mal au sérieux. L'affaire dont je vais vous parler commence le 17 mars de cette année, lorsque l'utilisateur Rylan16 va créer un post du nom de « Étrange photo sur mon téléphone prise lorsque je dormais ». Alors, mettons en place le contexte. Rylan est un étudiant à la fac. Pendant quelques jours, il s'est décidé de retourner chez ses parents alors que ceux-ci étaient absents pour leur anniversaire de mariage afin de s'occuper de leur chien. La maison de ses parents est une maison située dans une zone très rurale, où très peu de gens vivent. Pour vous dire, dans un cercle d'1 mile autour de sa maison, il dit que le seul endroit où des gens pourraient être, c'est un simple camp de chasse. Sinon, il est complètement isolé, au milieu de nulle part, au bord d'une route. Il explique donc que pendant la nuit du 16 mars, alors qu'il était assis sur un fauteuil, il a commencé à se sentir très fatigué d'un coup. Donc il est allé siester dans la chambre de ses parents, et 2 heures plus tard, au réveil, il s'est rendu compte que son téléphone n'était plus sur lui. Donc il sort de la chambre, et il le retrouve dans le salon. Et alors qu'il se redirige vers la chambre, il se rend compte d'un truc. Le téléphone se déverrouille sur la galerie photo, pas sur l'écran d'accueil. Et dans sa galerie photo, il y avait 2 images. 2 images sombres où on ne voit pas grand-chose. Des images qu'il n'a aucun souvenir d'avoir prises. Donc là, sur le moment, c'est bizarre, mais ça pourrait juste être un bug de son téléphone. Enfin, c'est juste 2 photos complètement noires, quoi. Sauf que quand on augmente la luminosité de celle-ci, il se passe ça. Une tête. C'est énorme. C'est un peu vibe Jeff the Killer en vrai. Mais c'est énorme. En vrai, t'imagines? Tu te dis vas-y, tu fais dans les options, tu fais pas exprès, tu vois ça, t'es en mode. Et je vais pas dormir chez moi. Super. Tu te barres en courant. Voilà, bah les couilles d'avoir moins de 5%, tu te tailles. En vrai. À 3h du matin hier. Tu m'étonnes que t'as arrêté. Je vous jure que quand je suis tombé sur ce thread, j'étais dans mon lit, insomnie, 3h du matin, et quand j'ai vu les images éclairées, j'ai eu un frisson très très intense. Genre, c'est quoi ce visage là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, un truc aussi chelou, ça fait se poser de nombreuses questions, et instantanément, moi je me suis mis à être sceptique. Mais évidemment, vous vous en doutez, il y a plus. D'abord, quand Rylan est tombé sur les photos, il n'a pas eu tout de suite le réflexe d'augmenter la luminosité. Malgré ça, il a quand même vu le visage caché dans la deuxième photo, et ça l'a terrorisé. Il est parti conduire un peu pour calmer son anxiété. C'est aux États-Unis, ils ont une autre relation avec le fait de conduire. Puis à un moment, il a commencé à se calmer et à rationaliser tout ça, en se disant que c'était probablement un bug de son iPhone 14. Dans le doute, il poste quand même sur le RBI pour avoir l'avis des internautes et essayer d'expliquer l'apparition de ces images. Alors on va pas tout de suite jouer les sceptiques parce que Reddit s'en est très bien occupé tout seul. En effet, beaucoup de gens quand ils vont voir des visages cachés dans les photos vont crier au fake, ça ressemble à l'ARG, ça pue l'ARG quoi. Oui. Certains vont quand même demander à Rylan d'envoyer les métadatas de la photo, qui ne vont rien révéler de suspect, et juste donner l'heure à laquelle la photo a été prise, minuit 56. On va apprendre plusieurs choses avec les réponses de Rylan sur le post. D'abord, il ne reconnaît absolument pas le visage sur la photo et jure qu'il ne s'agit ni du sien, ni de celui d'un membre de sa famille. Il a l'air... T'es pas tout seul, frérot?
C'est ce que j'allais te dire. Bonne chance. Le reste appartient à l'histoire. Bonne chance. Également de constamment accueillir les explications rationnelles avec énormément de positivité. Il a l'air de vraiment vouloir que cette photo ne soit pas celle d'un visage. Et enfin, il ne souhaite pas en parler à ses parents car ceux-ci seraient très religieux et présumeraient instantanément qu'il s'agit d'un événement paranormal. Ce qui est particulier, c'est qu'il va rayer très vite la possibilité qu'il s'agisse de quelqu'un qui s'est introduit dans sa maison par effraction. Il explique qu'il habite vraiment dans un endroit trop isolé, qu'il y a des caméras de surveillance partout, genre ne serait-ce que des caméras de chasse qui sont un peu partout parce que c'est un lieu où il y a de la chasse. Bref, il écarte très vite cette possibilité et on dirait que c'est un peu aussi juste pour se rassurer tout seul. D'autres théories vont être rayées assez vite. Il ne s'agit pas d'une fuite de monoxyde de carbone qui aurait pu causer un délire et des pertes de mémoire. Il ne s'agit visiblement pas d'un hack de son téléphone et donc il ne reste que quelques hypothèses rationnelles. Soit il s'agit d'un défaut du téléphone qui aurait pris des photos d'objets qui dans le noir ressemblent à un visage, soit il s'agit d'un cas de somnambulisme, même si Rylan dit ne jamais avoir été somnambule, il n'écarte pas la possibilité, soit c'est un fake. Sauf que c'est pas fini du tout en fait, parce que Rylan va recréer un post très vite. Dans celui-ci, il explique qu'il a décidé de rester chez ses parents pour continuer à s'occuper de leur chien en étant plutôt serein car il s'était auto-convaincu qu'il ne s'agissait de rien de sérieux grâce aux explications des Redditeurs. Le soir, il s'est rendormi dans son lit, cette fois-ci avec son téléphone à ses côtés et à nouveau des photos sur son téléphone. Sauf que là, il ne stresse pas, les photos sont complètement sombres, donc il se rassure en se disant qu'en effet, il s'agissait d'un dysfonctionnement de son iPhone, suite à quoi il annonce qu'il fera un formatage complet de celui-ci. Et en effet, ce genre de bug où des images non désirées apparaissent dans la galerie, c'est déjà arrivé à certaines personnes. Que ce soit des images qui sont sauvegardées par un réseau social sans ton consentement, soit un défaut de l'iPhone qui juste prend une photo sans prévenir, ça peut arriver. Ça explique pas pourquoi il y a un visage, mais ça peut arriver. Sauf qu'en fait, ces nouvelles photos, elles sont pas complètement noires. Il y a en tout 10 photos, et lorsqu'on augmente la luminosité à donf, on remarque que celles-ci ne sont pas complètement sombres. Ce sont définitivement des photos qui ont été prises pendant la nuit, dans l'obscurité la plus totale. La seule qui révèle vraiment quelque chose de clair lorsqu'on augmente la luminosité, c'est la dernière photo, qui montre dans le coin en bas à droite un rouleau de papier toilette et ce qui semble être le dessus d'un WC. Ce que Rylan va confirmer quelques temps après en montrant cette photo de ses toilettes qui match parfaitement. Mais les gens vont quand même essayer de déchiffrer ce qui se passe dans chaque photo, trouvant par pareidolie des tonnes de visages qui n'existent pas, des tonnes de mains qui n'existent pas, etc., etc. Là, tu vois, les gens, ils abusent. Là, ça y est, les frères. Là, bon, je veux bien, mais bon, quand même. Ah, ça y est. Oh, il y a un pixel. C'est un visage. Non. Calme-toi, s'il te plaît. Moi personnellement, j'ai une théorie à propos de cette deuxième série d'images, que je vous laisse croire ou non. Dans la plupart des photos, je remarque qu'il y a un truc qui revient souvent. Dans la plupart d'entre elles, il y a deux masses noires en bas de l'image. Ces deux masses, je pense que ce sont les pieds de celui qui prend les photos. Et on dirait qu'à la fin de la série de photos, la caméra se lève vers une porte qui, après ouverture, se révèle être la porte des toilettes. Donc personnellement, j'ai l'impression que cette série de photos montre quelqu'un qui prend le téléphone et se rend dans la salle de bain. J'ai même l'impression que parfois on peut voir ce qui semble être un escalier ou un couloir dans les photos. Bref, on peut rien déterminer avec des photos aussi sombres. Les deux masses en bas de l'image pourraient également être les oreilles d'un des chiens dont il s'occupe, étant donné que pas mal de gens commençaient à soulever l'hypothèse que ces photos ont été prises par un d'entre eux pendant la nuit par accident, ce qui moi me paraît assez improbable, mais après c'est que de la spéculation, genre on peut rien déterminer de ces photos. J'aime pas les images comme ça de chiens, même en pareidolie, de chiens déformés, mal pris en photo. Franchement, hein, c'est comment ça s'appelle le rake? Ah, ça me met trop mal ce genre d'image. Genre littéralement, je crois que c'est le rake, hein. La creepypasta du rake. Juste l'image, pas forcément l'histoire derrière, mais l'image en elle-même, elle me met trop mal à chaque fois que je la vois, les images là, déjà j'aime pas les chiens. Si en plus tu me fous des chiens creepy en image, ça va pas le faire. En gros. Quelques temps vont passer et Rylan, un peu flippé, va se rendre chez son frère qui habitait vraiment pas loin et ils vont se décider ensemble de dormir tous les deux dans la maison de ses parents. Par mesure de précaution, Rylan va laisser la lumière allumée pendant qu'il dort dans la chambre avec les chiens à ses côtés et son frère, lui, va dormir sur le canapé. Rylan va également rabattre la couette dans le matelas, ce qui permet de vérifier s'il est somnambule parce que s'il se lève... On
va pas faire d'amalgame, mais overall, j'ai une peur, incompréhensible des chiens, qui me fait, ne pas aimer les chiens. J'aime pas trop leur comportement, voilà, je les trouve, trop, bah, j'aime juste pas le comportement des chiens, tu vois? J'ai toujours, été dans une famille qui avait des chats, qui sont bien plus chill que des chiens et overall, je trouve les chiens, trop, trop, comment dire? Ah, tu vois le comportement des chiens quoi, par rapport aux chats, tout simplement, hein, tu vois ce que je veux dire? Même les tout petits? Ouais, ouais. En fait, genre, je sais pas analyser leur, comportement. Au-delà de ça, tu vois? Genre, c'est aussi de l'inconnu, tu vois? Mais, au-delà de pas connaître leur comportement, j'ai une peur ancrée des chiens que je ne contrôle pas, tout simplement. C'est pas une peur de l'inconnu au-delà de ça, c'est vraiment une peur que je ne contrôle pas. Au-delà d'une peur de juste je ne connais pas, c'est une peur que je ne contrôle pas. Du lit, tout simplement, ben, ça défait le lit. Le lendemain, au réveil, rien sur le téléphone de Rylan. Tout est en ordre. Par contre, sur le téléphone de son frère, une photo. Et j'imagine que vous voulez la voir, cette photo. Et ben moi aussi. À ce moment-là, le FBI va sentir que quelque chose de fake se passait. Et face au scepticisme, Rylan va juste arrêter de faire des updates et juste répondre aux commentaires, ne voulant pas recevoir de haine et ne recevant plus suffisamment d'aide sérieuse de la part du subreddit. Dans des cas similaires où des gens ont décidé de faire des canulars pour attirer l'attention, s'arrêter au moment où justement les posts sur le subreddit commençaient à avoir de l'attention, c'est un peu étrange et inhabituel. Et moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim, j'avoue. Donc j'ai décidé d'envoyer un DM à Rylan, et il a répondu. No way. Incroyable. Alors d'abord je lui ai demandé plusieurs questions par écrit. À ce moment-là, ça fait plusieurs jours que son dernier post avait été créé et je lui ai demandé si quoi que ce soit d'autre s'était passé depuis. Et il m'a dit que depuis son départ de la maison de ses parents et son retour dans son appartement, rien d'autre ne s'était passé. Je lui ai également demandé de m'envoyer la photo du téléphone de son frère et il me l'a envoyé. Bon, on voit pas grand chose, même quand on augmente la luminosité, je vous le cache pas. Ça ressemble peut-être à une bouche, mais c'est tout. Par contre, chose intéressante, il m'a dit qu'il y aurait potentiellement d'autres photos sur le téléphone de son frère que celui-ci ne lui aurait pas montré quand il a vu que tout ça le rendait nerveux. Encore maintenant, je n'ai pas pu voir ces potentielles photos. Rylan maintient coûte que son visage ne ressemble pas à ça. Il maintient que tout cela est vrai et qu'il n'a jamais été somnambule dans sa vie. Sa théorie personnelle serait celle d'un dysfonctionnement de son cerveau, peut-être un cas psychotique, même s'il n'en a jamais eu dans sa vie. Il a également répondu à quelques personnes sur Reddit qu'il y avait un peu de moisissure chez ses parents. Et la présence de certains types de moisissures chez certaines personnes peuvent causer des cas de psychose, de délire ou des pertes de mémoire. Ça expliquerait également le gros rush de fatigue qu'il a eu le premier jour qui l'a mené à dormir par la suite. Peut-être qu'il était dans un état anormal. Personnellement, je pense qu'il s'agit d'un canular. Mais c'est beaucoup plus compliqué que prévu en fait. Déjà, son compte Reddit à Rylan, il l'utilise depuis hyper longtemps, il l'a pas créé juste pour ce hoax. Certes, Rylan peut parfois dire des choses un peu incohérentes, mais il a l'air tout simplement d'être quelqu'un de nerveux et, de par ce qu'on a pu voir, il prend de la Ritaline, ce qui veut dire qu'il posséderait peut-être un TDA. Il y a également un truc un peu particulier, c'est que les images varient en termes de taille, de compression et de format. Mais d'abord, tous les ratios d'images sont des ratios d'images typiques de ce que peut faire l'iPhone. Également, tous ces artefacts peuvent être expliqués par le fait que ces photos ont été postées sur Imgur ou tout simplement par des artefacts qui arrivent quand tu extrais les images de ton téléphone pour les mettre sur ton ordinateur. Je dirais juste que c'est un peu étrange que l'iPhone ait pris les photos dans le noir comme ça, parce que la majorité des iPhones récents utilisent des techniques d'exposition à longue durée qui permettent du coup d'avoir une image un peu plus visible même quand on est dans le noir complet. Donc pour avoir ces images là, il faut vraiment que Rylan ait été dans le noir complet quoi. Et ça, c'est un peu discutable. J'avoue que même si je pense que c'est un fake, j'ai un peu envie de croire Rylan. Il a l'air vraiment sincère. Il y a pas mal de comportements qui me laissent penser qu'il ne s'agit pas d'un début d'ARG. Déjà le fait de s'arrêter aussi vite dès que les gens sont investis, c'est pas un comportement typique du canular, mais également le fait qu'il dise dès le départ qu'il reste pas longtemps chez ses parents empêche toute possibilité de continuer ce canular dès le départ. You swear this is true? Yeah, I do. That's kind of the entire reason why I took the newest update down, because I noticed that the people responding to it were either just there purely for like entertainment, or they were just like trying to call me out, and that
like say it was fake. It's definitely easier to talk about it now because it's over, so it doesn't really affect me that much anymore. Personnellement, si Rylan ne ment pas, l'hypothèse la plus probable, cette fois-ci, c'est peut-être celle qui est la plus flippante. Oui. Quelqu'un se serait introduit à multiples reprises chez ses parents, uniquement pour prendre des photos avec son téléphone. Et rien d'autre. J'ai conseillé à Rylan de vérifier les caméras de surveillance près de chez ses parents. We do have game cameras, but I tried looking to them. They haven't been checked in a while, so I sort of doubted that they would have caught anything anyways, and the one that I did check had water in it, so it was obviously broken. I mean, I doubt anyone came there anyways. Je ne sais pas s'il y aura une update à cette histoire un jour, mais en attendant, je suis curieux et un peu inquiet. Ah, tu m'étonnes. Il aime trop Affaire ça, à ce suivre. forêt. Il aime trop ce genre de montage là. Avec grenade de 4chan. Laissez-moi vous parler d'une histoire dont j'entends parler depuis plus de 10 ans sur YouTube très régulièrement. Une histoire qui est un peu un testament de la bêtise complète des utilisateurs de 4chan, mais aussi une terrifiante histoire de pression de groupe sur Internet. Et vous allez voir, c'est aussi une histoire qu'on va raconter en 2 temps. Oh. Parce que c'est pas tout à fait ce que vous imaginez. Le 25 août 2009, un utilisateur de 4chan anonyme poste cette photo de lui tenant une grenade avec la date et l'heure du poste marquée sur sa main pour prouver qu'il s'agissait bien de quelque chose de réel. Il la poste sur le board B, le board aléatoire, le board le plus connu et considéré comme un des plus tordus du site. Voici son message. Alors, j'étais en train de looter des trucs dans les affaires que mon daron nous avait laissées avant de mourir et j'ai trouvé ça. Ce vieux con avait une vraie grenade. Elle paraît vieille mais fonctionnelle à mes yeux. Qu'est-ce que B ferait avec elle ? Vous voyez déjà dans quelle direction ça va. Les gens vont commencer à vouloir s'assurer qu'il s'agissait bien d'une vraie grenade. Ils vont demander des photos du dessous de celle-ci. Ils vont ensuite penser qu'il s'agissait d'une fausse, donc il va se montrer en train de la brûler avec un briquet pour montrer que c'était bien une grenade en métal. Ce qui est une idée de con, qu'on soit clair. Les utilisateurs vont ensuite demander assez vite de faire des conneries avec la grenade. Notamment, ils vont demander au créateur du thread de la mettre dans les toilettes et d'attendre une jolie explosion. Puis soudain, silence. Après avoir posté cette photo, plus de nouvelles. C'est simple. Plus jamais l'utilisateur ne repostera de photos de la grenade. Ah. Et le jour suivant, cet article fut posté dans la presse. Un jeune homme meurt suite à l'explosion d'une grenade dans la salle de bain de sa maison. Oscar Lopez Ortega, 17 ans, a été retrouvé mort suite à une explosion à l'intérieur de sa maison. La police est arrivée sur les lieux à 20h45 hier. Le dernier post de l'utilisateur datait de 20h44. C'est morbide cette histoire, Et le truc, c'est qu'on en entend parler sur Internet depuis très longtemps dans des tops, des vidéos sur le pire de 4chan, et l'histoire se propage comme ça sur Internet depuis des années. Mais elle est où la source ? La seule source de ce thread, c'est cette image. Ce même qui se balade partout sur Internet et sur lequel se basent toutes les vidéos que j'ai vues sur le sujet. Donc je suis d'abord allé chercher une archive du thread de la grenade en utilisant l'identifiant, le numéro du post, parce que oui, au cas où vous ne seriez pas au courant, la totalité des messages postés sur 4chan possède un identifiant unique. Mais malgré ça, la totalité d'entre eux sont éphémères. C'est-à-dire que la seule opportunité qu'on a de retrouver le thread original, c'est de faire confiance à des sites d'archivage de 4chan. Sauf que presque aucun service d'archive de 4chan ne va aussi loin dans le temps. Un des seuls qui permet d'autant remonter, mais également qui inclut le board B dans les boards qui sont archivés, c'est le site Old Friend Archive, mais celui-ci n'a pas archivé ce thread. Par contre, ça m'a permis de faire une recherche intéressante. J'ai juste cherché Toilet Grenade dans les recherches pour voir à partir de quand les gens commencent à raconter l'anecdote de la grenade. Absolument aucun thread ne mentionne l'anecdote jusqu'au 3 juin 2012. Or, la plus vieille itération de cette image-là, qui est tout le temps utilisée pour décrire le thread, date du 2 juin 2012 sur le subreddit r/funny. C'est-à-dire que déjà à la base je pensais que l'histoire était fausse. Personne n'arrive à trouver une archive de l'article qui est montré sur le même. Et il semblerait clairement que ce soit un Photoshop de cet article datant du 29 avril 2009 parlant d'une explosion d'une bouteille de butane dans un immeuble qui a causé la mort d'un homme et blessé 2 autres personnes. Et vous voulez savoir ce qui est terrible dans tout ça d'ailleurs ? C'est que cette tragédie a eu lieu dans la ville de Grenade en Espagne. Donc le gars qui a créé cette image a cherché un article écrit en espagnol sur une explosion avec Grenade en 2009 et n'a même pas vu qu'il s'agissait non pas du mot Grenade mais du nom d'une ville. Mais même si on savait que tout ça c'était faux, il se pourrait que toute cette image soit fausse et qu'on soit pas en face d'un thread 4chan organisé par quelqu'un qui voulait faire un canular, mais que l'existence même de ce thread est fausse.
que tous ces commentaires ont été inventés de toutes pièces. Souvent, les gens qui racontent cette histoire la mélangent avec une autre histoire du site. Il s'agit d'un thread qui, pour le coup, a vraiment existé sur le site. Ce thread a été créé par quelqu'un disant avoir trouvé une très vieille grenade dans la forêt. Cette grenade a l'air beaucoup plus crédible, a l'air complètement rouillée et donc potentiellement très instable. Dans son post, il demande si elle est dangereuse et la plupart des gens qui vont lui répondre vont lui mettre la pression pour qu'il enlève la goupille. Puis les gens vont lui demander de montrer le dessous de la grenade à nouveau, car selon un des commentaires, les grenades d'entraînement possèdent un trou en dessous d'elle, par laquelle on peut retirer les explosifs. Comme vous le voyez, elle a l'air bien fonctionnelle. Donc naturellement, le gars va essayer de la découpiller. On est sur 4chan, je vous rappelle. Sauf qu'ici, à cause de la rouille, l'intégralité du haut de la grenade va s'arracher. Rien ne se passe. Le thread va continuer en montrant un enchaînement assez sévère de bêtises. L'utilisateur va mettre la grenade au micro-ondes, puis essayer de la brûler, puis la mettre en dessous de la roue de sa voiture, puis... pareil. Silence complet. Il n'a plus jamais répondu. Sauf que, encore une fois, c'est complètement faux. Alors, encore une fois, le post a bel et bien existé, hein. Il n'y a pas de problème avec ça, ça a été archivé. Par contre, l'idée selon laquelle le type aurait arrêté complètement de poster après l'upload de cette photo avec une grenade sous la roue de sa voiture, bah ça, c'est une légende urbaine, c'est complètement faux. En effet, il a posté 2 autres messages dans le thread, des messages saoulés, un peu énervés du fait que personne ne le croyait, et après, il a probablement arrêté de poster par frustration. Par contre, la légende urbaine selon laquelle la grenade aurait finalement explosé et que ça l'aurait emporté avec lui, et ben ça vient de cette image qui a aidé à propager la légende sur internet pendant très longtemps et qui affirme à la fin dans un texte rajouté que le type n'aurait jamais reposté. Ce thread aussi est souvent noté comme étant legit. Mais j'avoue penser qu'il s'agit d'un troll encore une fois, notamment à cause de la date de création du thread, le 26 juin 2012, quelque temps après la propagation de la première image qui a créé la légende. Comme si quelqu'un avait voulu créer une version plus crédible d'une histoire déjà propagée en masse pour être sûr de finir immortalisé dans la légende du site. Et ça a très bien marché du coup, hein. Le thread est très régulièrement cité comme faisant partie des threads les plus flippants et les plus marquants de l'histoire du site, et son histoire s'est lentement mariée avec le premier canular qui avait été posté sur... Faut en parler à quel point, si c'est vrai, les gens sont cons, hein. Quand même. Oh, t'as une grenade. Fais-la exploser dans ta main. Juste pour voir. Bien. Allez, on fait ça. Reddit. Encore aujourd'hui, le premier thread, s'il a existé, reste un lost media, et rien ne semble aller dans le sens de son existence. Mais un truc est sûr, si c'est un canular, il a réussi à avoir des dizaines et des dizaines de youtubeurs au cours du temps qui n'ont jamais douté une seule seconde de son existence. Ça, c'est un minuscule mystère qui m'avait marqué à l'époque, mais c'est aussi un type de mystère en général très fréquent sur internet qui me plaît beaucoup. Le 1er décembre 2017, l'utilisateur Drodigon sur Reddit crée un post sur le subreddit paranormal appelé « Quelle est la cause de ces hurlements ?» Donc dans celui-ci, il explique que pendant l'année 2017, il a fait un road trip aux US, principalement pour visiter les parcs nationaux. Et l'histoire qu'il raconte se passe dans la minuscule ville de West Yellowstone, juste à côté du parc Yellowstone. C'est un des parcs nationaux les plus grands et les plus sublimes des États-Unis. C'est un endroit magnifique et énormément prisé par les touristes ou les Américains en road trip, notamment à cause de la présence de geysers et de sources chaudes qui ont pour origine la... C'est pas là-bas qu'il y a le Bigfoot? Activité volcanique Par du grand coin. hasard. Parce que, fun fact, le parc de Yellowstone se trouve sur un super volcan. Un super volcan qui s'appelle la caldeira de Yellowstone. Un volcan endormi qui, s'il se déclenchait, et il peut se déclencher à tout moment, apparemment c'est imprévisible, causerait potentiellement la fin du monde. En gros. Et on sait pas quand est-ce qu'il va se déclencher. Ah, parce qu'il y a un Revenons à Bigfoot. notre petite ville de West Yellowstone. Bah, tu connais, c'est une creepypasta, comme il y en a eu beaucoup au moment de Slenderman, Jeff the Killer, etc., etc., Rake, tout ça, tout ça. Il y a eu aussi Bigfoot, tu vois. En gros, avec la fameuse image en noir et blanc, machin. C'est un petit endroit qui sert de ville d'appoint pour les gens qui vont visiter le parc. Il y a principalement des C'est commerces peut-être et moyen que ce surtout soit au des Canada, mais motels. je m'en Donc rappelle. pendant quelques jours, l'utilisateur, avec sa fiancée et ses parents, sont restés dans un motel pas cher et un peu miteux au bord de la route. Ils s'endorment le premier soir en mettant leur alarme à 5h du matin pour pouvoir voir le lever du soleil et observer la faune du petit matin. À 4h45 du matin, Drodigon et sa fiancée sont réveillés par quelqu'un qui tabasse la porte en pleurant. Il ouvre la porte, terrifié, et tombe sur sa mère, en état de choc. La raison ? Il y a quelqu'un qui hurle. Une femme qui hurle. Ils sortent devant le motel et à ce moment-là, il sort son téléphone pour appeler la police. Pas de réseau téléphonique. Il va donc voir sa chambre de motel, pas de téléphone dans les chambres. Alors il prend son téléphone et filme cette vidéo.
Prenez-moi pour un fou, d'accord? Mais là, ça, cette forme-là, ça m'a donné un frisson. J'ai vu un chien, voilà, je suis conditionné, les frères. Je suis fatigué, conditionné, mon cerveau me joue des tours. J'ai eu un frisson de peur, juste avec la forme qu'il y a là. J'ai vu mm, un chien qui était prêt à me bouffer la gueule. Et voilà, voilà, l'armée happens, excusez-moi. J'étais effrayé. Mon cerveau, il a tunnel vision dessus. Bref. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, d'accord, waouh! Ah ouais, waouh! Ça? Eh ben, C'est flippant, hein. C'est vraiment flippant. Et plus étrange encore, c'est ce qui arrive après. D'abord, sa mère va lui expliquer qu'elle entendait les cris déjà depuis 30 minutes. Il précise également que le son provenait d'à peu près une cinquantaine de mètres. Sur le moment, ils sont restés 10 minutes en écoutant et ont réalisé que le cri était un peu étrange. Il sonne vraiment comme une femme qui hurle, il n'y a pas de doute à ce sujet. Par contre, la femme ne prononce jamais le moindre mot. Pas d'appel à l'aide, juste des hurlements frénétiques. Donc, on premier dirait réflexe un dans ce genre de enregistrement. situation, peu importe la ressemblance avec un être humain, c'est de penser qu'il s'agit d'un animal sauvage. Souvent, certains types de renards et certaines chouettes peuvent avoir un cri particulièrement humain et flippant par exemple, ce qui arrive pendant la nuit ou à l'aube, donc ça faisait sens. Alors ils vont retourner dans l'hôtel, qui à défaut de posséder des lignes téléphoniques fonctionnelles, possédait un Wi-Fi disponible, et ils vont se ruer sur internet pour trouver des bruits d'animaux correspondants. Après plusieurs dizaines de minutes, ils ne vont rien trouver. Au bout d'un moment, alors que les cris avaient commencé depuis au moins 1 heure, un policier va arriver, leur poser des questions, et il n'avait pas l'air d'être au courant des cris. Après leur avoir expliqué tout le contexte, le policier va entendre le cri et se diriger dans sa direction en voiture. Après ça, les hurlements vont se faire de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'enfin le silence revienne. La famille de Drodigon va ensuite passer la journée au parc, et vont notamment interroger des rangers en leur montrant la vidéo, et en demandant s'ils reconnaissaient le cri. Résultat, personne n'y arrive. Ça a l'air vraiment mystérieux. En rentrant du parc, la petite famille va se rendre au bureau du shérif de la ville pour avoir des infos. Et là, ça va devenir encore plus suspect. Notre visite a été accueillie avec beaucoup d'hostilité, à la fois de la part de la femme à la réception, qui a fini par nous claquer le volet au nez, et également du même policier qu'on avait vu dans la matinée. Ils ont dit chacun la même chose, ça ressemblait presque à un script. Désolé madame, mais c'était une femme intoxiquée qui criait à son petit copain. Fin de la conversation. Plus tard, ils parleront à une employée du motel et leur feront écouter l'enregistrement. Elle dira ne jamais avoir entendu de tels cris dans sa vie. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? La première thèse donnée par Reddit, étant donné que le post s'est retrouvé sur le subreddit paranormal, c'était peut-être la fameuse légende des skinwalkers. Les skinwalkers, c'est des créatures folkloriques, des cryptides issus des croyances navarro et plus non, c'est pas un skinwalker dont je parlais tout à l'heure. Non, non, non. Moi, c'était vraiment le rake. généralement du folklore natif américain. Ces créatures, ou parfois sorcières, auraient la capacité de se transformer en animaux. Mais nonobstant, les skinwalkers aussi, c'est badant. Les images qu'il y a sur internet. En être humain. Drodigon rajoute même dans son post que des témoignages de gens ayant vu des skinwalkers disent que ceux-ci se changeraient parfois en être humain blessé pour attirer des proies potentielles. Vous vous en doutez, je ne crois personnellement pas en cette théorie. La théorie la plus probable, c'est celle de l'animal. Et en l'occurrence, pas mal de gens sur Reddit semblent unanimes. Ça ressemble au cri d'un puma. Il y en aurait quelques-uns à Yellowstone et leur cri est assez connu pour être très ressemblant à celui d'une femme qui hurle. Voici plusieurs extraits différents que j'ai pu trouver sur YouTube de cris de puma. Maintenant, si on compare avec la vidéo de Drodigon 17, ça ressemble... Je vais vous donner mon avis, c'est peut-être la qualité qui change, etc. Mais je trouve que le cri, là, sur cette vidéo, il est beaucoup plus strident quand même. Tu vois? Genre, les cris des pumas, ils vont un peu dans les graves où ils s'atténuent un petit peu. Tu vois, au genre de fondu. Là, pas du tout. Un peu. J'avoue que c'est certes très probable, mais je suis pas convaincu à 100%, j'avoue, voilà. Le cri tape un peu plus fort dans les aigus et ressemble vraiment à un cri de jeune femme, surtout la deuxième fois qu'il apparaît. Malgré ça, ça reste la piste la plus probable, étant donné la faune locale et le fait que les cris ont duré plusieurs heures sans que aucun mot ne soit jamais prononcé. Il y a également des gens qui ont dit que ça pouvait être un pécan. Ça me paraît être encore plus différent comme son, j'avoue. Ouais. Moi, ce que je trouve bizarre déjà, c'est la réaction des locaux. Le fait qu'aucun ranger ne reconnaisse ces cris. Le fait que la police réagisse avec autant d'hostilité. Le fait que des gens habitant dans la ville disent ne jamais avoir entendu ce bruit.
Tout ça est vraiment chelou. Il y a un monde où quelqu'un a vraiment hurlé pendant 1 heure, sans que jamais personne ne vienne l'aider. Et ça, c'est une pensée qui me rend complètement ouf. Je trouve ça également angoissant, si c'est le bruit d'un animal, d'imaginer que régulièrement des gens se dirigent en direction de ces cris, pensant aider une personne en détresse, en finissant par se retrouver en face d'un animal potentiellement dangereux. Mais comme vous le savez, j'aime bien pousser les trucs jusqu'au bout, et donc je me suis posé une question. D'où pouvaient bien provenir les cris? Alors pour faire ça, j'ai regardé la vidéo et j'ai remarqué ce panneau, dont on arrive à lire ici « One Horse Motel ». T'es un magicien, Feldup, j'ai pas réussi à lire. T'es un magicien. Pas besoin de comparer tant que ça les deux, c'est exactement le même panneau, et les détails de l'arrière-plan semblent matcher. Si on imagine que Drodigon dirige sa caméra dans la direction du cri, on imagine donc qu'il filme dans cette direction. Dans son post, il dit que le cri semble provenir d'environ 50 mètres, donc par mesure de sécurité, on va être généreux et élargir la zone à 200 mètres. Dans cette direction précise, il semble bien y avoir une forêt, mais à quelques centaines de mètres de plus. Donc la possibilité d'un animal, c'est clairement probable, surtout que c'est difficile de juger les distances quand un bruit est extrêmement réverbéré. Sachez également, pour l'anecdote, que la ville est à 30 km environ de la bordure d'une zone appelée la Zone of Death, une zone théorique au sein du parc Yellowstone de 130 km² qui, à cause d'ensemble de failles juridiques, serait une zone où, encore une fois en théorie, et je dis bien en théorie, le meurtre serait légal. Vous pouvez vérifier, c'est un rabbit hole que je trouve très intéressant. En ce qui concerne du coup notre petit motel, figurez-vous que celui-ci, en avril 2023, il a explosé à cause d'un problème de gaz apparemment. En vrai, c'était pas marrant parce que des tonnes de gens ont perdu leurs affaires personnelles, les gérants ont dû faire un GoFundMe parce qu'ils avaient tout perdu. C'était un petit cauchemar cette histoire. Mais apparemment, depuis 2024, ils ont réussi à réouvrir. Ce genre de vidéos où des cris ou des bruits étranges sont entendus à l'intérieur de forêts, c'est un de mes sous-genres de vidéos bizarres sur internet préférés. Si vous en avez d'autres, des particulièrement mystérieuses, n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, je trouve ça absolument faut qu'ils demandent au grand JD. Le grand JD, il doit en avoir des centaines. Fascinant. Il y a quelque chose de très mystique un peu dans un bruit immense, dans une forêt réverbérée dont on ne peut pas comprendre la source et qui ne ressemble à rien qu'on a entendu, ou alors au contraire qui ressemble à quelque chose de vraiment terrifiant qu'on connaît très bien. Mais un truc est sûr, à ce jour, personne ne sait qui a causé ces cris-là. Genre là c'est quand même beaucoup plus strident que les cris du puma quand même. On est bien d'accord. La vidéo continue personnellement de m'angoisser encore aujourd'hui. The Bloody Bird. Vous connaissez Buffy contre les vampires? Oui, mais moi, j'ai jamais regardé. Là, je sais qu'il y a des tonnes de gens qui ont plus de 35 ans qui sont en train de hurler derrière leur écran, qui sont en train de s'insurger, mais moi, ça m'a jamais vraiment attiré. Apparemment, c'est très bien, mais ça... Serre-moi cette pince à travers l'écran, mon cher Feldup. Merci. Ça m'a pas touché. Un truc est sûr, c'est qu'il y a des tonnes de gens dans les années 2000 qui ont été très fans de cette série. Certains peut-être plus que d'autres. Laissez-moi vous raconter une courte histoire qui, encore une fois, va se raconter en 2 temps. Ça va d'abord être un peu flippant. Ensuite, ça va vous mettre probablement en colère. Alors, tout commence avec un article du site cracked.com qui a été publié le 26 octobre 2010. Celui-ci s'appelait « Les 7 endroits d'internet les plus non intentionnellement effrayants ». C'est un article pas incroyable qui a le mérite de traiter des sujets qui à l'époque n'étaient pas très connus, comme la chaîne YouTube Human Being 15 par exemple. Et également, il y avait un sujet inédit dans l'article, un sujet qui n'avait jamais été vraiment traité. Un site du nom de The Bloody Board. The Bloody Board, c'était un forum dont aujourd'hui les seules traces disponibles sont des screenshots, étant donné qu'aucune archive n'a été sauvegardée. Ce forum, il est dédié aux fans de Buffy contre les vampires. Et à l'époque, le forum était très actif. Des dizaines de milliers de messages, des tonnes de topics parlant d'infos sur le cast, de tweets des acteurs de la série, des anecdotes, des fun facts, des discussions sur l'histoire, c'est complètement normal au premier abord. Puis, lorsqu'on regarde un peu, il y a un truc qui paraît étrange. Après un peu d'inspection, on se rend compte que tous les messages sur le site, et je dis bien tous les messages sur le site, ont été faits par la même personne. Cette musique, chaque fois, il l'a bien reteint. Le même compte, nommé Jamie Masters. Des dizaines de milliers de messages d'un même compte qui se répond continuellement à lui-même sans jamais s'arrêter.
48 411, wesh. Euh. Encore, le nom Jamie Masters, il n'est pas anodin. C'est un surnom affectueux donné à James Masters, un des acteurs de la série que le comte Jamie Masters semble apprécier et connaître un peu trop. Genre la majorité des topics tournent autour de ce personnage, autour de cet acteur en particulier, de son actu, de manière assez insistante quand même. Et cet acteur, c'est également le On va gars avoir qui le joue temps, ouais. Piccolo dans Dragon Ball Evolution. Oh. L'article du site cracked.com va vite être inondé de centaines de commentaires, ce qui pour le site était assez inhabituel, et la plupart d'entre eux étaient au sujet du fameux Bloody Board. De nombreuses questions vont se poser. Pourquoi est-ce que la personne fait ça? Est-ce que c'est un bot? Qui est derrière ce compte en vrai? Et là, ça devient un peu triste. Ah, pourquoi donc? Le site s'est fait dézinguer. En à peine quelques heures, 4chan et plusieurs autres sites pas très attentionnés ont trouvé l'adresse, le nom, le prénom, tous les réseaux sociaux de la créatrice du forum. Ils ont tous créé un compte sur son forum et l'ont spammé avec des blagues sur le viol, des menaces, des insultes, des infos de doxing qui avaient été trouvées plus tôt, du gore, du porn et des incitations au suicide. Ils vont même apparemment créer un autre forum pour organiser le siège du Bloody Board, et toutes les infos de la créatrice du site vont être fièrement affichées sur tout plein de sites pas très sympas comme Encyclopédia Dramatica. Donc, qui était derrière ce forum du coup? Eh bien, il s'agissait d'une jeune femme, très probablement autiste, fan de Buffy contre les vampires, qui postait sur internet sous le surnom de Don't Kill Spike. Quand elle s'est réveillée, des heures après le début du raid du forum, elle a d'abord essayé de bannir les quelques milliers de nouveaux comptes qui pourrissaient son forum et a finalement décidé de supprimer le Bloody Board entièrement, tant il était impossible pour elle de réguler le harcèlement. Et il s'avère que l'article de Cracked et l'intégralité de la couverture médiatique qu'il y avait sur le site à l'époque était assez malhonnête. En fait, il donnait l'impression que c'était le forum d'une personne qui se répondait à elle-même en boucle, comme si la personne avait plusieurs personnalités ou était particulièrement seule, ce qui en soi n'est pas un problème. Mais en réalité, pas du tout. Il s'agissait en fait d'un système pour donner des news aux fans de la série et du taf du réalisateur Joss Whedon. Et en vrai, quand on y réfléchit, l'organisation de forums avec des groupes de sujets, des threads et des commentaires, c'est en vrai une manière plutôt cool d'organiser des articles de news et des mises à jour régulières. Il y avait en réalité plus de 150 utilisateurs sur le forum, qui pour le coup ne postaient rien sur le site, mais qui juste lisaient les articles que postait Don't Kill Spike. C'est d'ailleurs pas le seul forum de ce type à exister. Il y avait par exemple le site astronomy.activeboard.com, un site comportant plusieurs dizaines de milliers de messages liés à l'astronomie, tous rédigés par l'utilisateur Blobarna, qui, pareil, utilisait le site pour archiver ses observations et ses articles. Lui, il a quand même eu l'idée préventive d'interdire la création de nouveaux comptes sur son forum quand d'autres forums se sont rendus compte de l'activité bizarre de son site. Et figurez-vous que, encore aujourd'hui, Don't Kill Spike continue de poster des news sur Twitter et LiveJournal à propos de James Masters, et tout ce qui est relatif à l'univers de la série dont elle est fan. Elle n'a jamais arrêté. Et je trouve ça plutôt stylé au vu de ce à quoi elle a été confrontée. À côté de ça, une grande partie des gens qui ont été responsables du raid, qui a failli ruiner la vie de Don't Kill Spike, continuent de proclamer fermement qu'ils ont bien fait de faire ce qu'ils ont fait, parce que tout simplement, selon leur dire, cette femme était folle. Je trouve que c'est une des histoires les plus concises et cruelles que je puisse raconter dans un épisode de Findings. Les dérives d'internet, épisode beaucoup trop. Alors, cette histoire que je vous ai teasée au début de la vidéo, c'est un des trucs les plus zinzins dont j'ai pu entendre parler sur internet. Je dis ça souvent un peu dans l'hyperbole, mais l'histoire du film Marillion est l'une des histoires les plus hors sol de l'histoire d'internet. Et la seule raison pour laquelle j'en parle ici, c'est que ça ferait une vidéo beaucoup trop courte. Notre histoire se passe sur 4chan en 2013 et concerne un utilisateur de 4chan, un utilisateur pas anonyme. Alors oui, si je précise à chaque fois que je parle de ce site qu'un utilisateur est anonyme, c'est qu'il existe bel et bien des utilisateurs de 4chan pas anonymes. En effet, de base, quand tu y postes un message, tu es automatiquement appelé Anonymous. C'est d'ailleurs de là que vient le mouvement Anonymous. De base, c'est juste comme ça qu'on appelle les utilisateurs du board B en particulier. Mais si tu regardes bien, tu peux te donner un nom pour identifier ton commentaire. Et pour être sûr que personne n'usurpe le nom que tu utilises, tu peux utiliser ce qu'on appelle un tripcode, en écrivant hashtag, puis une suite de caractères que seul vous connaissez. Votre mot sera transformé en une série de caractères difficilement déchiffrables dans l'autre sens. Ainsi, si quelqu'un voit votre tripcode, il saura que c'est vous, mais ne saura pas le mot que vous avez utilisé pour écrire votre message. Donc je disais, notre histoire parle d'un utilisateur de 4chan avec un tripcode appelé
UTV. Celui-ci était particulièrement actif sur le board SP, dédié au sport, aux paris sportifs, etc. Et il était aussi un membre de la communauté TRB, les utilisateurs de 4chan fans de Football Manager, et ce depuis au moins 2012. UTV, de son prénom Phil, c'est un utilisateur de 4chan parfaitement classique, du genre à être assez agressif, moqueur et à faire des blagues limites très souvent. Et c'est ça déjà qui est particulier. UTV est, à l'échelle de 4chan, parfaitement normal. Et il l'a été tout le long de sa période d'activité. Et ça rend ce qui va arriver d'autant plus inexplicable. Qu'est-ce qu'il a fait? Autour de juin 2013, un type va commencer à répondre aux commentaires de UTV. Systématiquement, c'était pour répondre une screenshot du commentaire qu'il venait de poster, souvent dans des collages ou des montages, avec comme nom de fichier les posts TRB de UTV, volume, suivi d'un numéro. Si au premier abord ça ressemble juste à quelqu'un qui fait une blague, le problème c'est à quel point c'était systématique. Ce gars répondait perpétuellement à UTV. Et ça voulait donc dire que le mec scrollait systématiquement le board dédié au sport de 4chan, constamment à la recherche de posts de UTV pour les enregistrer, les collecter, sans jamais vraiment interagir. Comme ça, tous les jours. Au début, les messages qu'il mettait étaient simples. Je rattrape mon retard. UTV, cela fait plaisir de voir que vous vous défendez comme vous l'avez fait hier. Continuez comme ça. Son objectif était pas clair au premier abord. Il semblait juste vouloir archiver toutes les interactions possibles de UTV. Au début, peu de gens vont le calculer. Mais plus ça continuait, plus c'était chelou. Ressaisis-toi, You. Tu as à peine posté aujourd'hui. Arrête de flâner, Phil. Parfois, on pouvait le voir faire des compilations, enchaînant message après message, décortiquant certains threads de UTV avaient été actifs, avec toujours d'étranges messages décortiquant le comportement de UTV, toujours avec un langage mélioratif et encourageant, s'énervant uniquement quand il ne postait pas. Vous vous en doutez, à force, les utilisateurs du board vont commencer à remarquer ce comportement. Ça s'est passé extrêmement vite d'ailleurs. D'abord, il y a eu une réaction de confusion de UTV lui-même. Pourquoi tu continues de poster ces messages ? Plus important encore, pourquoi tu penses que les gens en ont quelque chose à faire ? Puis la confusion s'est transformée en rire, pensant que c'était juste une sorte de troll ultime. Mais au bout d'une semaine de constant scrutage des posts de Phil pour aucune raison, ils ont commencé à flipper. Pourquoi ? Mec, va voir un psy. Je suis inquiet pour toi là. Autant j'aime beaucoup UTV, autant là t'as un gros problème, frère. Juste arrête. Le 11 juillet, il suggère de trouver un nom pour ce stalker, The Archiver ou l'archiviste, et seulement un jour après, celui-ci revient. Salut tout le monde, c'est l'archiviste de UTV. Brandissant le nom avec fierté, comme s'il était content qu'on l'ait remarqué malgré son absence d'interaction avec les autres membres. Plus le temps va passer, plus ça va devenir bizarre. L'archiviste va pendant des mois répondre aux messages, toujours avec cette même insistance et ce manque de réponse. UTV va évidemment commencer à trouver ça excessivement flippant, il va continuer de lui demander pourquoi il faisait ça, à l'insulter à chaque thread qui était épié par son stalker. Est-ce que tu vas arrêter de faire ça ? Au moins réponds-moi, espèce de grosse m***. C'est même plus drôle, c'est juste triste. Tu m'as pas entendu dans l'autre thread ? Ça doit s'arrêter maintenant. Jamais l'archiviste ne lui donnera de réponse claire. Jamais celui-ci n'arrêtera, peu importe les tentatives de l'intimider ou de l'ignorer. C'est notre 150e thread ensemble. Je ne célèbre pas pour autant car je sais que dans les relations mâle-femelle, l'ordre de célébration est le 100e puis 200e anniversaire. Fin août, il poste une lettre manuscrite qu'il a réalisée, censée être une lettre d'amour fictive de UTV à lui-même. Il va demander aux gens d'archiver à sa place pendant une période où il ne pouvait pas se connecter à internet pendant seulement 2 jours, pour finalement qu'il trouve un réseau Wi-Fi en panique tellement il semble avoir besoin des pieds UTV. Je vous jure, quand on regarde le peu d'archives qu'il y a de cette période-là, c'était absurde. Je pourrais donner des dizaines d'anecdotes sur des posts que l'archiviste de UTV aurait apparemment fait. Mais le problème, c'est que comme toutes les images qu'il a postées sur 4chan ont disparu, c'est compliqué de sourcer certains trucs. Genre par exemple la fois où il aurait apparemment fait un burger avec des posts 4chan de UTV imprimés découpés dedans, qu'il aurait par la suite mangé. Ces anecdotes sont particulièrement nombreuses, mais c'est pas ça que je trouve le plus fascinant. Parce que ce que je trouve particulièrement inquiétant, aussi bien pour l'archiviste que UTV lui-même, c'est que ce harcèlement a commencé en juin 2013, et que ça a continué tous les jours pendant plusieurs mois, et ce, à des horaires qui étaient souvent très chaotiques. Ça va continuer et continuer, puis le 6 octobre, ça va s'arrêter. Ah ouais. Avec un dernier post de l'archiviste, sur un post aléatoire de la communauté TRB, absolument pas lié à UTV. 255 threads. J'ai été avec UTV pendant 255 threads. Ceci est le dernier. Mes parents ont découvert mes travaux liés à UTV, et ils ont insisté que je supprime tous les fichiers de mon ordinateur et que j'arrête avec ça. Ils vont maintenant surveiller mon activité pour s'assurer que je ne puisse plus le faire. Ils m'ont donné 1 jour pour supprimer tout, et ceci sera mon dernier message.
Je demande pardon à UTV et j'espère qu'il verra ce message et qu'il comprendra. Mais avant qu'il ne dise au revoir pour de bon, il laisse à UTV, comme il le dit, un dernier cadeau. Un document de 97 pages intitulé « Le Silmarillion ». Un long document documentant l'intégralité de l'obsession de l'archiviste envers UTV. Le Silmarillion contient en son sein l'intégralité des travaux privés parlant de UTV réalisés par l'archiviste, qu'il n'osait pas vraiment partager publiquement. Son nom est un jeu de mots entre le nom de UTV, Phil, et le Silmarillion, un livre inachevé qui a été écrit pendant l'intégralité de la vie de Tolkien. Sur la première page du Silmarillion, il explique pourquoi UTV le passionne, et ça annonce directement la couleur de la suite. UTV a quelque chose que je ne saurais expliquer. Il a un certain magnétisme. Il est drôle, intelligent, poste suffisamment souvent pour que je puisse archiver ses posts sans trop de problèmes. Il m'attire et me complète. Notons que ceci n'est pas une tentative de doxer ou révéler l'identité de UTV. Ces idées ne m'intéressent pas. Et je veux que UTV soit là le plus longtemps possible, pour que nous continuions notre relation fructueuse et sans limite. Ah, l'angoisse. Pourquoi je fais ça ? Car UTV est ma passion, mon hobby et ma vie sociale. Je l'aime et j'aime archiver ses posts. Rien ne peut surpasser la sensation, l'incroyable bonheur que je ressens quand je le vois poster. Voilà, donc vous êtes pas prêts. C'est le genre de sujet où juste le voir, ça suffit à lui-même. J'ai pas envie de prendre le Silmarillion à la légère. C'est à la fois un document qui doit être absolument terrifiant à lire quand on est la personne qui est victime de ce stalking, mais c'est également terrifiant d'imaginer un peu l'espace mental dans lequel l'archiviste a été plongé pendant plusieurs mois. Je vais vous parler d'une partie de son contenu, mais je vais essayer au maximum de peu juger parce que c'est extrêmement grave. C'est vraiment une situation extrêmement grave et très particulière. D'abord, le début du Silmarillion décrit un peu le personnage de UTV. Il décrit chacun de ses patterns de poste, décortique son humour, ses mèmes préférés, dont notamment cette image de chien, même qui est très souvent utilisée sur le board par Phil, qui est devenu pour lui un symbole de UTV, mais également de ses amis et de sa fréquence de poste. Ensuite, on a le droit à plusieurs collages des postes de UTV, dans des pays, des continents, sur un bateau d'une croisière fictive qu'il aimerait faire avec UTV, dans des tests de Rorschach. Ensuite, on trouve des statistiques sur le nombre de posts par jour de UTV, des décortications méticuleuses de chaque nom de fichier image qu'il a jamais posté en détail. Mais là, on va rentrer dans les trucs encore plus bizarres. Des dizaines de poèmes, contenant notamment le nom de UTV, Phil, comme on l'avait dit, mais également des informations plus précises sur lui, notamment le comté dans lequel il habite, Kent, au Royaume-Uni. Il réalise également un schéma de ville pour UTV avec des bâtiments modélisés en 3D, composés entièrement des postes faits par celui-ci. Des schémas de mini-golf UTV composés avec ses posts, avec toujours des explications sur le design de chacun, qui est toujours lié au contenu du post. Il explique avoir créé un faux compte Facebook pour recruter une milice pour protéger UTV, en montrant tous les véritables comptes qu'il a trouvés qui, selon lui, pourraient être de bons candidats. Il fait un photomontage d'un faux site de rencontre où il simule une rencontre entre lui et UTV, où il l'insulte copieusement avec de véritables termes qu'il pourrait utiliser en réponse à ses posts sur 4chan, mais en finissant par cette phrase. « J'ai honte de toi et je veux que personne ne sache que nous ne sommes pas heureux ensemble, bien que nous le sommes clairement. Et je continuerai à prétendre de te détester longtemps après que je sois tombé amoureux de toi. » Il y a également de longues fanfictions érotiques bizarrement écrites et incohérentes, des inventions comme ce formidable paillasson avec des posts de haters de UTV pour que celui-ci puisse y essuyer ses pieds, ou alors la ceinture UTV pleine de posts de celui-ci, au cas où l'archiviste aurait besoin de lire un de ses posts. Un faux scénario de cambriolage de banque dans le cas où UTV aurait besoin d'argent et qu'il voulait, je sais pas, cambrioler une banque. Et je vous jure, je suis pas en train de me moquer, je suis juste en train de factuellement donner les trucs qu'il y a dans le Silmarillion. Et c'est pas fini parce que ça devient encore un peu plus flippant. Il y a un chapitre à l'intérieur qui s'appelle « Des manières de me faire sentir plus proche de UTV », où il explique qu'il essaye de s'imaginer au quotidien qu'il vit en colocation avec UTV. Il fait d'abord des plans de son appartement, s'il vivait avec bien évidemment une salle entière dédiée à ses archives de sa bibliothèque UTV, et pour se donner l'impression que dans son appartement actuel... C'est juste du parasocial exploité et fait à son paroxysme en fait. Il vit avec Phil, il met par exemple des listes de tâches que UTV doit faire sur des post-it chez lui, tâches ménagères que du coup il ne va pas faire pour qu'il ait l'impression que juste UTV a la flemme de les faire, ou alors il décide de labelliser des nourritures dans son frigo qui appartiennent à UTV et qu'il ne touche donc pas. Maintenant, encore plus inquiétant, des plans de funérailles pour UTV. Au cas où il devrait lui arriver le pire. Je suis bien conscient qu'un jour UTV pourrait mourir. Je ne souhaite pas que cela se produise et cette page ne doit pas être interprétée comme une telle éventualité. Mais je crois qu'il est légèrement plus âgé que moi et je n'ai aucune vision d'un monde dans lequel je ne serai plus à ses côtés. Et ensuite, il y a un journal jour par jour de son quotidien où on réalise que le type ne vit que pour Phil et où on le voit déprimé au moindre signe d'inactivité. 13 septembre. Aujourd'hui était un jour difficile. UTV a passé presque 9 heures sans poster. J'ai pu créer plusieurs œuvres aujourd'hui mais ce n'est pas important. Parfois je me sentais très triste et seul.
Je ne veux pas penser à cette journée. 19 septembre 2013. UTV n'a pas posté de message aujourd'hui. Je suis de plus en plus contrarié et je ne veux pas être en colère contre UTV. Mais j'aimerais qu'il vienne me parler et m'expliquer où il est parti. 15 septembre. Je suis assis ici à 23h18. Le UTV n'a posté qu'une fois aujourd'hui. C'est ce genre de jours qui me font me demander pourquoi je fais ça pour nous. Pourquoi je fais ça. Je me demande s'il en a quelque chose à faire. Si nous étions un couple marié, il aurait été dehors toute la nuit et serait rentré avec une odeur de sexe sur son t-shirt et du rouge à lèvres et du vaginal tachant ses habits. Je me sens malade. 27 septembre. Putain, parlons sérieusement là. J'ai donné strictement tout à UTV. Je me suis occupé de lui pendant des mois. Je l'ai aidé, donné l'amour dont la plupart des gens rêvent, sur lequel ils écrivent des poèmes et dont ils ont besoin plus que tout. Comment pourrais-je savoir où il est maintenant? Je ne peux pas. Il pourrait poster sur un autre forum, il pourrait être en train de boire, il pourrait être mort. Il s'en fout de moi, il s'en fout de nous. Et des messages comme ça, il y en a des dizaines, toujours en train de rationaliser l'impossible attraction qu'il ressent, toujours en train de penser que secrètement Phil est amoureux de lui, que cette attraction est réciproque. Mais l'élément le plus terrifiant à mes yeux, si on se met du point de vue de Phil, c'est une page très connue de son film Marillion. Ceci est une lettre de rançon composée à partir des posts de UTV. Si je devais le kidnapper, voilà ce que j'enverrais. Dans la fameuse lettre, il demande aux parents de UTV 40 millions de dollars en l'échange de leur fils, prétendant qu'il enverra une partie de leur fils chaque semaine tant qu'il n'aura pas l'argent, avant de menacer de couper les pieds de UTV. Il continue son texte en décrivant qu'il maintiendrait UTV dans sa salle de bain pour que celui-ci puisse voir son corps nu sans qu'il ne puisse avoir peur et qu'il ait l'impression que je lui fais des avances sexuelles. Bien sûr, ça serait du bluff, et je ne me permettrai jamais qu'on fasse du mal à mon trésor le plus cher. Bizarre, hein. Oui, c'est terrifiant. Mais en vrai, ça me fait aussi beaucoup de peine. On s'imagine instantanément en voyant ça ce qu'on ferait à la place de UTV. Mais en vrai, ça fait surtout beaucoup de peine quand on regarde d'un œil un peu extérieur. Du point de vue de UTV, ça a dû être un cauchemar. Il n'a rien fait pour mériter cette attention-là. Et cette obsession maladive de l'archiviste a dû évidemment le terrifier. Il s'exprimera que très brièvement sans trop développer dans des posts les jours suivants, mais il ne répondra jamais au film Marillion directement. Seulement un commentaire à son nom lâche un simple point d'interrogation, mais comme le trip code associé n'est pas le bon, c'est possible que ce ne soit pas lui. Je sais pas si vous réalisez l'ampleur. Là, vous n'avez qu'une petite portion des posts qu'il a réalisés. Dans le film Marillion, il met également des liens vers des vidéos YouTube qu'il a réalisées, et celles-ci, elles sont incompréhensibles. Il est certain qu'on est en face d'une personne qui souffre vraiment, qui est dans une situation mentale très sérieuse. Le film Marillion, c'est devenu un document assez culte. Il y a quelque chose de vraiment très intrusif quand tu le lis. Mais en même temps, c'est un plongeon parfait pour te mettre directement dans la tête de quelqu'un d'obsessif. Aujourd'hui, cette histoire est extrêmement connue sur Internet, et c'est une des histoires les plus déroutantes que j'ai pu y trouver. Et en vrai, même si ça a dû être un cauchemar pour UTV, même si ça a dû être terrifiant, j'espère aussi que lui, il va bien. Parce que le milieu psychiatrique est pas toujours très tendre avec les personnes psychotiques. Ou alors, tout est complètement faux. Et c'est tout UTV qui a fait ça. Alors là, ce que je vous ai raconté, c'est l'histoire telle qu'elle est très régulièrement racontée sur Internet. Et même s'il est hautement probable qu'il s'agisse d'une véritable histoire de stalking, c'est également probable, voire même peut-être un peu plus, qu'il ne s'agisse que d'un énorme troll. C'est d'ailleurs une théorie qui a de plus en plus de poids au cours du temps, car si on analyse un peu les posts de l'archiviste et l'ambiance de la communauté TRB, c'est possible qu'il y ait anguille sous roche. D'abord, j'ai omis quelques détails du film Marillion. Notamment, il y a quelques phrases qui font un peu tiquer. Genre, je sais pas si vous vous souvenez de la phrase qui parlait du magnétisme de UTV. Eh bien, j'ai omis une phrase quand je voulais raconter. UTV a quelque chose que je n'explique pas. Il a un certain magnétisme. S'il avait rencontré le X-Men Magneto, il aurait été en grand danger. Ce genre de phrases de cons sont partout dans le film Marillion. Et si tu arrêtes de voir ces phrases comme les phrases de quelqu'un qui aurait un univers mental un peu désordonné, quelqu'un d'extravagant, mais plutôt comme quelqu'un qui veut faire marrer ses potes, tout de suite c'est beaucoup plus drôle. Genre par exemple quand il dit que les gimmicks principaux de UTV sont son racisme et le fait que UTV est de petite taille, alors genre plein de montages photos qui sont en vrai mais stupide quoi. Vraiment, lisez le film Marillion sous cet angle, ça prend tout de suite une autre tournure. Mais alors du coup, qui est derrière tout ça? La première théorie qui est apparue sur le board, et ce très très tôt, avant même la sortie du film Marillion, c'était que c'était tout simplement UTV qui était derrière. Moi personnellement, je ne pense pas que UTV l'a orchestré tout seul. Je trouve que les blagues sur lui sont quand même sacrément méchantes si on les voit comme des blagues.
Et il a eu l'air pendant tout le long de pas vouloir porter attention à ce sujet, ce qui me laisse à penser qu'il s'agit vraiment pas de lui. Par contre, je pense qu'il s'agit vraiment d'un membre de la communauté TRB qui a fait ça. Ce que je vous ai pas dit à propos des gens qui utilisent des tripcodes, c'est que souvent ils sont détestés sur 4chan. Leur volonté d'être reconnus par leur pseudo est vue comme une tentative d'attirer l'attention sur soi dans un lieu plongé dans la culture de l'anonymat. Leurs gimmicks sont souvent considérés comme affreusement cringe par exemple. UTV avait également l'air d'être quelqu'un de pas extrêmement apprécié sur le board. Il était quand même assez grincheux, un poil raciste et pas très marrant. Donc quelqu'un aurait pu vouloir le faire fuir en faisant tout son possible pour le faire flipper. Mais alors du coup, comment quelqu'un aurait pu dépenser autant d'énergie pendant autant de temps juste pour troller quelqu'un? C'est-à-dire, on parle vraiment de mois de stalking constant. Et bien tout simplement, de ce que j'ai pu voir de la communauté TRB au fur et à mesure donc de mes recherches et du montage, c'est que c'est quand même des sacrés chômeurs, quoi. Genre, c'est une communauté où tout le monde se réunit tous les jours pour parler pendant des heures. Ils y passaient parfois des soirées entières. Donc, vouloir dépenser autant d'énergie juste pour troller un pote, et ben après y avoir passé du temps sur ces boards, ça me paraît complètement possible. Et le coup semble avoir fonctionné d'une certaine manière, parce que même si ça n'a pas fait faire fuir UTV, c'est quand même un des événements les plus marquants de l'histoire de 4chan tout court. Et peu importe qu'il s'agisse d'une histoire de stalking horrible ou pas, j'espère que toutes les personnes concernées par cette histoire aujourd'hui vont bien. Masterclass. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais, elle arrive extrêmement tard. C'était une vidéo qui était vraiment plus simple que les autres, hein. Vraiment des histoires beaucoup plus simples, avec des ficelles beaucoup plus simples. Un montage que j'ai quand même soigné, un peu une DA qui se définit pour ces anomalies du web. Je tenais quand même à vous présenter des excuses pour le temps que ça a pris. J'ai eu des problèmes de santé importants, dont je parlerai pas forcément, mais également beaucoup de travail dans différents trucs qui sont soit pas sortis, soit qui vont sortir plus tard. Au fur et à mesure que ma santé a eu des petits soucis, je me suis rendu compte que il fallait de toute manière que les vidéos sortent soit moins souvent, soit que ce soit des vidéos moins importantes, ou alors tout simplement que peut-être je vais commencer à déléguer certaines tâches. Pas pour toutes mes vidéos, parce que ça me paraît très important de garder un côté un peu hauteur, donner toujours l'impression que ce que je fais c'est accessible, que vous pouvez faire ce que je fais sans trop de problèmes ou de moyens, mais peut-être que c'est mieux pour ma santé quand même de déléguer le montage ou alors de poster moins. Et je suis vraiment désolé que ce soit le cas, mais notamment c'est important pour cette année-là qui a été extrêmement difficile pour de nombreuses raisons, mais qui restent des raisons personnelles. Là actuellement, il y a pas mal de findings qui sont en préparation, ils sortiront quand ils seront prêts. Également l'album qui va arriver et la tournée l'année prochaine. Déjà pas mal de dates qui sont annoncées. J'en parlerai de manière un peu plus claire, notamment quand on commencera à sortir des singles. Grand respect, grand respect. On va attendre les vidéos. Peut-être pas l'album, mais on va attendre les vidéos. Tac, très bonne vidéo. Hein. Luna s'est chié dessus. On a terminé. Je suis désolé, la deuxième partie de la vidéo à partir de... J'irai là. Coup de barre de baiser. Là, je suis en train de me fight avec ma fatigue actuellement et mes yeux qui se ferment tout seul, pas vous mentir. Mais voilà. Bref, YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre like, tout ça. Passez une bonne soirée. Bye tout le monde.